Salut bébé, j'espère que tu vas. Mais je suis enrhumé, donc je sais pas si ça va s'entendre de ouf sur la vidéo, mais sache que j'ai un rhume. Je risque d'éternuer ou d'avoir une morve qui coule à tout moment. Alors, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo historique, hein, on adore, ça faisait longtemps, hein, mine de rien. On va parler d'un personnage que je surkiffe. Ouais, encore une fois on retourne à Versailles, je sais, on y est quasi tous les mois maintenant, mais bon, on s'amuse là-bas, donc continuons. Donc si t'as cliqué sur la vidéo, tu sais très bien de qui on va parler de Philippe d'Orléans, qui était le frère de Louis XIV, et c'était vraiment une icône ce mec. Philippe d'Orléans est né le 21 septembre 1640 au château de Saint-Germain en Île-de-France. Alors son père c'était Louis XIII, roi de France et de Navarre, et sa mère c'était Anne d'Autriche, donc la reine hein, finalement. Il est né 2 ans après son frère Louis XIV, et la France entière va le surnommer Monsieur. Ce surnom était donné au second frère du roi à cette époque. Alors Philippe a reçu une éducation un peu particulière, hein. De son enfance à son adolescence, la reine avait peur que Philippe prenne le pouvoir un peu sur son frère. Et son frère, c'était quand même le roi de France, tu vois. Donc, il fallait que Philippe ait une infériorité physique à son frère. Donc la reine ordonna à ce qu'on habille Philippe en petite fille. Donc il portait des robes, il était maquillé, il y avait des rubans dans les cheveux, tout ce qu'il faut quoi pour être habillé comme une demoiselle. En l'habillant comme ça, on lui enlevait toute virilité, et à l'époque, la virilité était un symbole de pouvoir. En lui enlevant cette virilité, il avait plus de pouvoir ni d'autorité. Philippe d'Orléans, il allait souvent jouer avec un garçon de son âge qui s'appelait François Timoléon de Choisy. La reine, Anne d'Autriche, pour pas que Philippe se sente seul, elle demanda à la mère de François d'habiller son fils en fille aussi. Plus tard, François Timoléon de Choisy, là, il va devenir abbé. Et même en étant adulte et abbé, il va continuer de s'habiller en femme. Un truc de ouf. Pour l'époque, je trouve, c'est que le curé et l'évêque vont approuver totalement ce style. Ils auraient pu le jarter de l'église, dire non mais wesh, le Seigneur va te tuer si tu fais ça, tu vas aller en enfer. Et il va même se faire appeler Madame de Sancy. Je trouve ça dingue, c'est génial. Je te rappelle qu'on était aux alentours de 1650-1660, c'est quand même dingue. D'ailleurs, en 1660, le parrain de Philippe d'Orléans, Gaston d'Orléans, décède. À cette époque, c'était Gaston d'Orléans qui avait le titre Monsieur. Donc on appelait Philippe d'Orléans le petit monsieur. Et au moment de la mort de Gaston d'Orléans, en 1660, on a appelé Philippe d'Orléans Monsieur. La même année, à la mort de son parrain, Philippe d'Orléans devient officiellement le chef de la famille d'Orléans, et il est âgé seulement de 20 ans. Quelques années auparavant, le cardinal Mazarin a ramené en France ses neveux et nièces, les Mancini. Selon plusieurs historiens, ce serait avec Philippe Mancini que Philippe d'Orléans aurait eu sa première relation sexuelle. Alors dans ce chapitre de la vidéo, je vais te parler d'un chantage que Philippe d'Orléans a fait à Louis XIV. Mais avant de t'expliquer pourquoi du comment, il faut que je t'explique quelque chose de plus profond dans la mentalité de l'époque pour que tu comprennes bien pourquoi il a été amené à faire ce chantage. À l'époque, l'homosexualité et surtout la sodomie était un péché capital, c'était un méga fucking crime, ok? D'ailleurs, il y a plein de gays qui ont été brûlés sur la place de Grève en 1662, en 1671 et en 1677. Et ça, Louis XIV le savait. Mais bon, tu l'as compris, Philippe d'Orléans, même s'il était de la jaquette, il en avait rien à foutre en fait. Mais tu as Louis qui fait pas trop que son frère soit gay et qui se tape des mecs et tout machin, enfin bref, mais comme c'était son frère, mine de rien, il fermait un peu les yeux, mais il lui mettait quand même des bâtons dans les roues. Donc finalement, ce qui se passait ailleurs était accepté à la cour. D'ailleurs, Sourche, qui était un marquis qui a écrit ses mémoires, appelait Versailles la petite Sodome. En juin 1682, un mois seulement après l'installation à Versailles, plusieurs jeunes courtisans comme les princes de Rohan, de Lorraine et de Monaco ont été envoyés en exil à cause de leur homosexualité. Le pire arrive, tu veux du gossip cruel, tu vas en avoir. Au même moment, le comte de Vermandois, qui est le fils de Louis XIV, qu'il avait eu avec Louise de la Vallière, est âgé à ce moment-là de 15 ans. Et en fait, son père, le roi, va l'interroger
parce que apparemment il y a des petites rumeurs qui courent comme quoi il aurait fricoté avec des mecs aussi. Tu sens venir le truc là, la catastrophe? Et pendant ce petit interrogatoire, il va avouer en disant « Oui papa, j'aime la bite ». Donc il va donner une longue liste de mecs avec qui il a ken, et dans la liste il a donné le prénom du prince de Conti. Quand il a dit son nom, il a dit que c'était le prince le plus beau, le plus compétent et le plus aimé à la cour. Donc là, le fils de Louis XIV s'est fait fouetter devant son père en plus, et il a promis de se repentir. Ça, Philippe d'Orléans l'a su. Mais mine de rien, il s'en battait les couilles quand même. Il a continué d'être lui-même, il assumait complètement son homosexualité. Fidèle à lui-même, il continuait de mettre des rubans, des bracelets, des bijoux, parfois des robes, il se maquillait et tout, il s'en battait les reins. Il était en couple avec le chevalier de Lorraine, qui était un beau mec, bien bâti, courageux. Et en fait, c'était clairement son principal amant, avec aussi le marquis d'Effiat. D'Effiat. On sait pas. Le marquis, ça a pas été très long, je pense, mais le chevalier de Lorraine et Philippe d'Orléans sont restés ensemble pendant 30 ans. Et malgré tout, Philippe d'Orléans se tapait quand même d'autres mecs, de plus en plus jeunes en plus, qui parfois couvraient d'or, ce qui tourmentait légèrement Madame. Madame, c'était sa femme, là on parle de sa seconde femme, donc Madame Palatine, la princesse Palatine. Tu vois, quand même, le bordel, il jonglait entre sa femme, parce qu'il avait un devoir, il devait lui faire des enfants, il jonglait aussi avec son amour pour le chevalier de Lorraine, un amour assez sincère, et aussi ses plans cul. Philippe ne savait plus où donner de la tête. Donc tu vois ça, Louis XIV, il avait un peu de mal avec tout ça, mais il faisait quand même des efforts, c'est son frère, mais pas trop d'efforts quand même, parce que un jour, le chevalier de Lorraine demandait au roi s'il pouvait l'accompagner à la chasse. Et le roi lui a répondu: comme tu ne prends pas les mêmes plaisirs que moi, il n'est pas juste que tu viennes prendre le plaisir de la chasse au cerf avec moi. Et bim voilà, on arrive à l'heure du chantage, tac tac tac. Alors en gros, Louis XIV, il a une fille illégitime. Bon, il en a eu plusieurs, mais là on va parler d'une fille illégitime en particulier. Et en fait, Louis voulait marier sa fille illégitime au fils de Philippe d'Orléans, le duc de Chartres. Philippe, au départ, il était en mode « ouais, je suis pas chaud, nanana, attends, je réfléchis et tout et tout ». Il a dit à Louis XIV « écoute, je veux bien que mon fils épouse ta fille illégitime à une seule condition. Après le mariage, tu acceptes ma relation avec le chevalier de Lorraine et tu acceptes aussi tous mes plans cul. Genre tu fermes ta gueule sur ce que je fais, t'as plus rien à dire quoi. » Et donc Louis a accepté, et il a tellement accepté que parfois il allait rendre visite au chevalier de Lorraine dans son château, tu vois. Donc au final, j'ai l'impression qu'il faisait plus beaucoup d'efforts, ça devenait au fur et à mesure du temps normal. Et j'espère que ce passage a ouvert un peu plus son esprit, l'a rendu plus tolérant vis-à-vis de l'homosexualité. Maintenant qu'on a parlé de l'homosexualité de Philippe d'Orléans, on peut reprendre le cours de sa vie. En 1661, Philippe va épouser Henriette d'Angleterre, qui était, selon Louis XIV, la princesse la plus aimable du monde. Alors du coup, tu te doutes bien que Louis, il l'aime beaucoup, Henriette adore Louis aussi, donc ils se quittent plus, ils sont tout le temps ensemble. Donc Philippe va commencer à se poser des questions. Est-ce qu'elle serait pas en train de me tromper avec mon frère? Et les courtisans au même moment se foutent aussi de la gueule de Philippe, en mode bouh, tu sais pas satisfaire ta femme parce que t'es pédé, du coup ta femme elle te trompe. Et donc pour se venger, Philippe va foutre Henriette enceinte. Finalement, à cause de toutes les tensions qu'il y a à la cour et tout, ils décident de se barrer pour prendre un peu l'air, et ils reviennent quelques mois plus tard à la cour pour qu'Henriette puisse accoucher. Elle donne naissance à leur première fille en mars 1682. Bon, à ce moment-là, c'est toujours le bordel à la cour, il y a toujours des cancans à droite à gauche, machin, les on-dit et tout, mais le couple fait bonne figure, surtout pendant la représentation de l'école des femmes de Molière. C'est Philippe d'Orléans d'ailleurs qui a incrusté Molière à la cour. Mais monsieur, il est toujours jaloux en fait de la relation que Louis entretient avec Henriette, et donc pour garder sa femme, il va la foutre en cloque une fois par an. En 1666, clairement Philippe passe une année de merde parce que sa mère, Anne d'Autriche, est vraiment au plus bas, elle est gravement malade, elle est sur le point de mourir, donc Philippe passe ses journées au chevet de sa mère. Louis vient aussi de temps en temps, et d'ailleurs c'est Philippe qui va assister sa mère jusqu'à son dernier souffle, pendant que Louis fait un malaise.
Bon, après ça, Philippe va un peu se laisser aller. Il va plus trop gérer son fric. Il claque beaucoup d'argent déjà en bouffe, dans des collections de tableaux, de tapisseries, de pierreries et tout ça. Et donc, il a plus beaucoup d'argent. Le seul moyen de renflouer un peu les caisses, pour lui, c'est d'obtenir la gloire à la guerre. Et bingo, c'est la guerre entre la France et l'Espagne. Alors Philippe va accompagner son frère Louis XIV au front, donc ils vont partir ensemble à la guerre avec les soldats et tout et tout. Et en fait, Philippe va vraiment impressionner tout le monde parce qu'il va se montrer brave, dévoué en aidant ses soldats, vaillant et même intrépide. Alors du coup, Louis XIV, pour le récompenser, il va l'intégrer au conseil de guerre et aussi admettre le retour du chevalier de Lorraine. Alors là, Philippe, il est tellement heureux de tout ce qui lui arrive, qui combat un peu moins, et puis voilà, il préfère passer son temps sous la tente avec le chevalier de Lorraine pour faire caquette. En 1669, c'est le bordel à Versailles, hein. Again and again, c'est la débandade, soirée à gogo, ça baise à droite à gauche, il y a aussi les poudres et tout qui vont un peu dans le pif de tout le monde, enfin bref, t'as compris. C'est la décadence. En plus, pour rajouter une petite touche personnelle à ce bordel, monsieur va offrir une abbaye au chevalier de Lorraine. Alors là, Louis XIV, colère tout rouge, hein, caca nerveux, donc il embastille le chevalier de Lorraine pour faire chier Philippe. Embastiller, c'était qu'il lui a juste foutu en tôle finalement. Et du coup, bah Philippe, ça le saoule, donc il part faire du boudin loin de la cour. Finalement, c'est Colbert qui va aller rechercher Philippe pour lui dire reviens à Versailles, un an plus tard, hein, bien sûr. Donc ben Philippe revient avec toute sa famille à Versailles. Finalement, le chevalier de Lorraine peut sortir de prison, donc il sort de tôle, mais Louis XIV l'oblige à partir en exil à Rome. Alors là, bon bah Philippe il est encore colère tout rouge et il va harceler Henriette, parce qu'il sait qu'Henriette est très proche de Louis XIV, donc il va harceler Henriette pour qu'elle aille manipuler un peu le roi pour ramener le chevalier de Lorraine à Versailles. Mais Henriette veut pas, du coup ils font que s'engueuler. Et au même moment, Louis XIV envoie Henriette en Angleterre pour une mission diplomatique. Alors la mission consistait à négocier une alliance avec Charles d'Angleterre, roi à l'époque, et il a envoyé Henriette, hein, parce que bah Henriette n'est autre que la sœur de Charles. Elle revient en juin 1670 avec la preuve comme quoi l'Angleterre est du côté de la France dans la guerre contre les Provinces-Unies, donc alléluia, c'est super cool. Mais quand elle revient, elle est pas très bien, elle est patraque, ça pue du cul un peu pour elle, hein, sa santé est un peu dégradée, et elle va mourir quelques jours plus tard. Alors on crée au scandale, hein, on accuse du poison. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo aussi sur l'affaire des poisons, va la voir. Et donc beaucoup de personnes vont penser qu'Henriette a été empoisonnée par un des amants de Philippe d'Orléans. À peine les cérémonies de deuil achevées, le roi va vouloir remarier son frère. D'abord, il veut le remarier avec Mademoiselle de Montpensier, sauf qu'elle, elle veut pas parce que bah elle sait que Philippe, il est gay et en plus complètement déluré, donc elle a pas envie. Et donc Louis veut remarier son frère avec la princesse Palatine. Philippe d'Orléans et la princesse Palatine vont se rencontrer en 1671 et quand ils vont se rencontrer, Philippe va dire en la voyant: mais comment je pourrais coucher avec elle? Mais en vrai ils vont faire un beau couple, parce que genre la Palatine elle s'en bat les couilles des cancans de la cour, tu vois, ça la saoule. Comme elle prend pas parti à tout ça, elle s'en fout, elle arrive à canaliser Philippe d'Orléans, qui du coup se calme aussi par rapport aux cancans de la cour. Au même moment, Philippe est chargé de rédiger l'étiquette. Alors l'étiquette, si tu sais pas ce que c'est, c'était en gros une liste de règles que les nobles devaient suivre à la cour, l'heure du lever, à qui ils pouvaient s'adresser, comment ils pouvaient s'adresser à cette personne, qui devait parler en premier lors d'une discussion, comment manger. Donc là tout va pour le mieux pour lui, il y a des responsabilités qu'il aime faire, il adore rédiger l'étiquette, sa femme accepte son mec, enfin tu vois, tout va bien, jusqu'en 1672. En 1672, la Hollande déclare la guerre à la France, alors c'est reparti, c'est le bordel, Philippe repart au front, et il va tout péter. En 4 jours, il va réussir à capturer 3 dirigeants. En 1677, monsieur va remporter une bataille de ouf en faisant 6000 prisonniers. Et le maréchal de Luxembourg dira: monsieur a gagné une des plus complètes batailles qui se soit donnée de nos jours. Même le peuple est hyper happy, hein, quand il rentre du front. Tout le monde gueule: vive le roi et monsieur qui a remporté la bataille. Alors donc là, bah, Louis XIV, il est grave dégoûté parce que la gloire ne lui revient pas à lui personnellement, donc il est jaloux, un peu colère. Alors du coup, il va se lancer début 1678 à la conquête de Gand, qui va être un triomphe, hein, clairement. Louis ne veut plus que son frère aille à la guerre. Alors du coup, bah monsieur, il est contraint à
se faire chier, à l'inactivité. Donc ben il va pour s'occuper modifier son château de Saint-Cloud. Il va l'agrandir, il va appeler tous les artistes qui ont bossé pour Versailles à venir bosser pour lui. Donc il va refaire des peintures, machin, enfin c'est magnifique. Il fait la galerie d'Apollon qui est l'équivalent de la galerie des glaces, elle lui ressemble beaucoup en plus. Monsieur décore les murs avec plus de 750 tableaux, plus de 300 tapisseries, des centaines de miroirs, enfin c'est magnifique. Et en octobre 1678, monsieur va appeler son frère pour lui dire viens voir mon château. Alors du coup Louis XIV va à Saint-Cloud, il regarde le château et tout, et là il voit que bah, le château est magnifique, qu'il est vraiment incroyable. D'ailleurs plus tard on appellera Saint-Cloud le petit Versailles. Et donc bah Louis encore une fois il va être grave jaloux. Donc il va se venger. Et pour se venger il va obliger la fille aînée de monsieur à épouser le roi d'Espagne. Donc ben la fille de monsieur part de Versailles en pleurs au bout de sa life, elle est vraiment dégoûtée. La petite guéguerre entre les deux frères va s'accentuer à la mort de la reine. Louis XIV va officialiser son union avec Madame de Maintenon, et Madame de Maintenon c'est clairement une grosse connasse qui va foutre la merde entre les deux frères. Elle va manipuler Louis XIV pour le retourner contre son frère, et elle va aussi s'en prendre aux favoris de Philippe d'Orléans. Alors monsieur finit par ne plus rien gérer, peut même plus gérer l'éducation de ses enfants parce que c'est Louis XIV qui décide maintenant, parce que pour Louis c'est des enfants de France, donc c'est comme des pions qu'il utilise pour gouverner et aussi pour avoir des avantages à l'étranger. Donc monsieur il se laisse complètement aller, hein. Il va rebaiser à droite à gauche, il va bouffer comme un trou, picoler comme un puissant fond, enfin tu vois c'est le gros bordel. Il va mener une vie complètement dissolue jusqu'à sa première attaque en 1699. La mort de Philippe est causée par son frère. Je t'explique. Philippe de Chartres, le fils aîné de Philippe d'Orléans, qui est assez balèze à la guerre, n'a toujours pas de commandement. Alors du coup, Philippe d'Orléans va aller voir Louis XIV et lui dire putain mais vas-y donne un commandement à mon fils, là il a fait ses preuves à la guerre, à un moment donné il serait peut-être temps que tu lui donnes quelque chose, tu le récompenses wesh. Sauf que Louis XIV veut pas, et donc il s'engueule encore une fois. Ross embrouille sa mère la pute, en mode on s'insulte, limite on a envie de se foutre sur la gueule, enfin gros bordel tu vois. Donc Philippe d'Orléans de là, il va compenser sa haine en bouffant et en buvant. Excès, excès, excès. Et c'est pendant un repas, au moment de servir une liqueur à sa voisine, la duchesse de Bouillon, que Philippe va s'écrouler sur l'épaule de son fils. Et Louis XIV va arriver trop tard. Philippe d'Orléans quitte ce monde le 9 juin 1701. Toute la France pleure la mort de Philippe d'Orléans, hein. On lui rend hommage partout, même à l'étranger d'ailleurs. La Gazette hollandaise dira de Philippe d'Orléans: un prince rempli de mérite et de qualités aimables, affable et bienfaisant. Il a fait du bien à une infinité de gens. Louis va faire organiser les obsèques à ses frais personnels, et Philippe de Chartres va reprendre tous les titres de son père. Donc c'est pour ça qu'il y a deux Philippe d'Orléans. Et à ce moment-là, on dira que Versailles, Saint-Cloud et le Palais Royal perdent leurs belles heures, leurs fêtes éblouissantes. Tout semble vide, sans vie, sans joie et sans action depuis la mort de monsieur. À cause de la mort de monsieur, Louis XIV va se sentir très très seul parce que il perd son frère et aussi son meilleur ami, hein. C'était quand même la seule personne à qui il tenait vraiment. Alors oui, tout au long de leur vie, ils se sont embrouillés, ils se sont pris la tête, mais finalement, les guéguerres qu'il y avait entre Philippe d'Orléans et Louis XIV, c'était tout simplement des chamailleries entre deux frères qui s'aimaient. Et voilà bébé, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle t'aura plu, que tu as appris pas mal de choses, que j'ai été clair aussi, hein. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner en cliquant juste ici, et là tu trouveras ma dernière vidéo. Sur ce, moi je te fais d'énormes bisous et je te dis à très bientôt sur la chaîne de la Grande Roue.